Donc peut-être avant de commencer, vous pouvez présenter rapidement votre activité. Bien, bonjour à tous, Aurélien Gascoin, B2C Europe. B2C Europe a pour mission de connecter les e-commerçants avec leurs consommateurs physiquement. Donc on met à la disposition des e-commerçants des solutions de distribution partout en Europe et dans le monde, avec l'objectif de simplifier les processus opérationnels, l'intégration IT et de donner un maximum de visibilité aux consommateurs. On n'a pas de livreur en propre, on sous-traite la distribution à travers des contrats qui sont négociés de manière consolidée dans le groupe B2C Europe. Voilà. Bonjour à tous, Yves Trochery. Donc, Cézanne est une marque de mode pour femmes qui a été créée en 2013 et qui avait comme spécificité à la base d'être l'une des premières marques qui a été distribuée exclusivement sur Internet. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais voilà. Bonjour, Pascal Meyer, Chanel. Alors Chanel, vous connaissez peut-être. Donc moi je suis plus particulièrement dans l'activité parfum beauté, donc maquillage, soins, parfum. Je suis en charge de toute la partie transport international, donc on a 99, quelque chose % de B2B et on a un centre de distribution mondial qui est au nord de Paris qui livre le monde entier. Et on a de ce centre de distribution une partie e-commerce pour la région, la petite Europe, donc qui va de bien sûr la France, mais également l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Benelux, prochainement l'Espagne et bientôt la Suède. Pascal, tu peux peut-être garder le micro et nous dire ce que représente l'activité cross-border dans l'ensemble de l'activité de Chanel. Alors peut-être en distinguant B2C et B2B. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité d'être ici et de partager avec vous. Je pense que j'ai plus à apprendre qu'à démontrer. Alors, l'activité B2B qui représente le plus gros de notre activité, c'est 80%, 90% en dehors de la France. C'est 70% en dehors de l'Europe. Donc par tous les moyens de transport, aérien, maritime, route. On ne fait pas encore de rail. On fait un petit peu de fluvial pour l'approche vers les ports quand on expédie des containers complets. Et la partie B2C, donc elle est très très importante pour nous parce qu'on a un contact direct avec nos clients et nos clientes. Mais en termes de volume, effectivement, elle ne représente pas une grosse partie en comparaison avec le B2B. Donc c'est aujourd'hui on a une activité qui est dominée encore par la France. Sur l'ensemble des pays, on doit faire 30% sur la France et 70% partagés sur le reste des autres pays. Ok. Yves, même question. Qu'est-ce que représente le commerce transfrontalier dans l'activité Sur la partie donc livraison client, la partie B2C. Ouais. Alors sur la partie B2C, aujourd'hui c'est pas un secret, on est quand même majoritairement présent en France. On communique pas officiellement sur les chiffres, donc je vais rester un peu évasif. Mais non, mais en gros, pour faire très simple, on a une très grosse majorité qui est aujourd'hui en France, mais bien entendu, c'est un de nos objectifs de cette année et des années à venir, c'est faire que cette part que la marque Cézanne puisse rayonner dans l'Europe entière et dans le monde entier même, parce qu'après voilà, nos autres marchés qui sont assez forts aujourd'hui sont d'ailleurs les États-Unis, le Royaume-Uni, et puis on espère d'autres pays pour que la marque Cézanne rayonne dans le monde entier. Voilà. Et d'ailleurs, comment se fait le choix de ces pays? Enfin, est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que vous visez des pays en particulier pour vous développer, ou est-ce que c'est des opportunités, des gens qui veulent juste recevoir les produits et sur lesquels vous ouvrez des... À la base, ça a été un peu par... en fait, aujourd'hui, Cézanne livre dans le monde entier. On travaille avec des gens comme DHL pour se faciliter un peu pour s'ouvrir un peu l'ensemble des frontières. Et après, on regarde aussi par rapport aux pays où on sent qu'il y a des requêtes déjà un peu naturelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cézanne étant une marque française, on a eu aussi des ouvertures les plus faciles qui ont été liées aux clients, on va dire francophones, enfin plutôt aux expatriés français qui sont allés dans d'autres pays, qui vivent beaucoup. On va les trouver à New York, on va les trouver à Londres, là où il y a des grosses communautés francophones. Et après voilà, donc dès qu'on sent qu'il y a une requête, une base de clients déjà un peu présente, on accélère sur ces pays-là. Donc non, il n'y a pas un pays c'était vraiment basé sur les requêtes qu'on voyait et les premières commandes qui étaient constatées sur certains pays qu'on a aussi mis le coup d'accélérateur. Et après, c'est aussi une question de facilité.
forcément c'est plus simple d'attaquer des marchés européens que des marchés transfrontaliers avec notamment des problématiques douanières. Donc on va aussi par rapport aux coûts de transport, vu qu'on fait du e-commerce, on va en parler j'imagine, mais voilà les coûts de transport, d'approche pour la livraison des colis, les problématiques douanières à prendre en compte, la gestion des retours. Enfin voilà, donc après on mixe un peu l'ensemble de ces éléments pour dire voilà, on commence par là, c'est un peu plus facile et il y a un potentiel marché qui est fort. D'accord. Du côté Channel, là, ça sont un petit peu différents. Vous avez déjà une présence physique, enfin au moins des distributeurs dans les différents pays. Mais pour le contact direct avec les clients, là aussi, c'était plutôt des opportunités. C'était des pays que vous avez ciblés spécifiquement. Oui, il y a un plan de déploiement qui se fait. Donc on avait démarré effectivement par les US, mais d'un entrepôt local aux US, on a développé ensuite différents pays, dont la France, et la France est le centre de distribution pour une petite Europe, mais ça participe à un plan de déploiement progressif qui est mis en place. D'accord. C'est vrai qu'on a par contre effectivement l'avantage d'avoir déjà puisqu'on fait de notre logistique en propre, et on a déjà l'expédition au départ de ce centre de distribution en direct vers l'ensemble des boutiques, des parfumeries, des distributeurs qui sont situés dans ces différents pays. D'accord. Et donc, Aurélien, tu voulais peut-être intervenir sur le sujet ? Oui, juste très rapidement. Bon, nous, forcément, on a 100% de nos flux à l'international, donc le chiffre est facile à communiquer. Peut-être juste un commentaire pour dire que si on prend l'ensemble des e-commerçants avec lesquels on travaille aujourd'hui, on a quand même 90% des flux qui sont intra-Europe. C'est important. On voit que les US, avec ce qui s'est passé notamment sur les exonérations de droits et taxes, et le fait que le palier soit monté à $800 sont en train de grossir, et les principaux pays d'export aujourd'hui en France restent les pays limitrophes. La Belgique, pour des raisons évidentes de langage, et historiquement c'est un pays facile d'accès, et ensuite l'Allemagne et l'Angleterre restant un marché un peu compliqué, mais où les volumes continuent à être importants. Ok. Peut-être dans la salle il y a pas mal de e-commerçants forcément, et dont certains font déjà du cross-border. Même question, je pense notamment à Atlas Formen, là je les vois en face. Comment vous avez choisi les pays sur lesquels vous travaillez ? Est-ce que c'était une volonté délibérée d'aller dans ces pays-là, ou c'est plus des opportunités ? Ce n'est pas un piège. Du coup, Atlas Formen, on fait 4 millions de colis par an, on est distribué dans 9 pays en Europe. Et à chaque fois, c'était vraiment étude de marché marketing, voir s'il y avait la clientèle qui correspondait à nos produits. Et après, c'était de manière complètement volontaire parce qu'on n'avait aucune commande qui venait de l'étranger. Voilà. Il faut dire qu'on est un peu atypique parce qu'on est de la commande courrier principalement. Et donc, du coup, le business est un peu différent. Ouais, effectivement. Peut-être, Jessica, au niveau de WeThink, c'est peut-être un peu différent. Enfin, vous êtes fabricant, mais plus avec une image... On est déjà ouvert à quasiment tous les pays sur l'Europe, et on a aussi un centre de distribution aux US qui nous permet de faire toute la partie US, Canada et Mexique. Et après, on cherche à s'étendre aussi sur les pays qu'on fait pas, mais nous, c'est surtout de la restriction sur nos produits, où on a du mal à établir où est-ce qu'on a le droit de shipper ces produits ou pas. C'est plus dans ce sens-là que c'est compliqué. Ok. Alors, effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre, qu'on abordera un petit peu tout à l'heure. Donc sur l'organisation des entrepôts, j'ai compris que aussi bien pour Chanel que pour Cézanne, tout partait d'un seul point, enfin en tout cas pour l'Europe proche, et pour le reste du monde, vous avez des entrepôts régionaux qui desservent du coup les zones. Ok. Oui, effectivement. Donc on a des entrepôts. On a un entrepôt aux US, on a un entrepôt au Brésil qui fait du B2C, on a un entrepôt en Chine qui fait du B2C. Voilà. Après, c'est vrai que en Angleterre, on a un entrepôt qui fait du B2C en local également. Après, sur la France, on a le gros avantage d'avoir la logistique en propre avec essentiellement du B2B. Donc c'est vrai que la saisonnalité qui est liée au B2C nous permet déjà d'avoir des activités qui s'intègrent bien au niveau du personnel, de la formation et de l'image qu'on veut donner du produit Chanel et de l'expérience Chanel dans le B2C avec les personnes qui sont déjà sur place. Et donc ça nous permet de faire effectivement des gains, des économies d'échelle
qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait que le B2C, parce que la saisonnalité est telle que voilà, il faut forcément mixer avec d'autres produits. D'accord. Donc 100% de vos entrepôts sont gérés en propre. Vous gérez complètement votre logistique. Quoi. Absolument. Oui. D'accord. Donc c'est différent chez Cézanne, enfin différent sur le fait que ça soit pas forcément propre. En effet, donc on travaille avec un prestataire logistique, mais on a un seul point donc qui va venir recevoir l'ensemble de nos fabrications qui viennent d'un point de B2B, donc viennent du monde entier. Pour qu'on a 100% de cross-border sur la partie import. C'est là qu'on va stocker l'ensemble de nos produits, et en effet, c'est à partir de cet entrepôt unique qu'on va aujourd'hui livrer dans le monde entier. Tout à fait. D'accord. Et on l'opère pas encore en propre. Peut-être un jour. Oui. Et alors justement, pour livrer dans le monde entier, qu'est-ce que vous avez mis l'un et l'autre en place comme plan de transport Quelle organisation pour livrer quelle zone géographique, quel pays L'idée d'un point de vue B2C, donc e-commerce, on essaie de travailler sur des offres qui sont à la fois un peu économiques, pour toucher les clients qui vont faire les plus petits paniers notamment, parce qu'on n'a pas une politique de port gratuit dès le premier euro. Sauf en France, depuis peu, on a à la boutique Cézanne à Paris, mais voilà, le but, normalement, sur l'ensemble des pays où on livre, on va avoir un port minimum, donc on essaie toujours d'avoir un prix accessible économiquement, et ce qui va monter jusqu'à une offre vraiment plus express, qui va être un peu plus cher, donc on va en gros partir du routier sur du 3-5 jours pour à peu près l'ensemble de l'Europe, et jusqu'à l'express qui va nous faire 24 heures en avion à peu près dans le monde, enfin 24-48 heures dans le monde entier. Et le plan de transport après va vraiment varier d'un pays à l'autre, donc c'est compliqué de répondre précisément sans parler d'un pays. Mais aujourd'hui, on travaille avec des solutions avec Aurélien sur certains pays comme l'Allemagne, comme si je dis pas de bêtises, l'Allemagne, on a Allemagne, Belgique et Allemagne, Belgique, voilà. On travaille aussi avec des gens comme Chronopost, sur leur filiale DPD, qui aujourd'hui commence à avoir un réseau européen assez séduisant, et qui est d'ailleurs d'une facilité importante, qui est très intéressant pour nous, c'est que Chronopost en France est l'un de nos principaux fournisseurs, et donc du coup remettre des colis dans une seule navette le soir qui va arroser plusieurs pays, c'est aussi d'un point de vue logistique assez intéressant. Donc voilà, on travaille avec beaucoup d'internes. On est B2C, DPD. Pour la partie, on va dire un peu économique aujourd'hui, c'est nos principaux axes de livraison. Et donc DHL, on en a parlé aujourd'hui, qui va gérer pour l'ensemble du monde même, du coup, nos envois express à partir de la France. D'accord. Pascal, pour ce qui est des expéditions, donc plutôt Europe, qu'est-ce que vous avez mis en place comme organisation ? En fait, pour cette mise en place, on est parti de plusieurs constats. D'abord, notre panier moyen sont des produits de forte valeur ajoutée, mais sont des produits qui, pour la plupart, contiennent de l'alcool. D'accord, donc réglementation du transport de marchandises dangereuses. On a souhaité également, par le site chanel.com, créer une expérience client spécifique. Donc ça passe aussi par des services de livraison différenciés. Du coup, ça rend la chose complexe parce que les habitudes en Italie ne sont pas les mêmes que les habitudes en Allemagne, ni les mêmes que les habitudes en Angleterre ou en France. Donc effectivement, à chaque fois, on part de cette étude des habitudes du marché pour la compléter aussi après avec nos capacités IT. Puisque à chaque fois que vous avez un site, il faut proposer les solutions, donc travailler sur le front et faire en sorte que tout le circuit de décision corresponde bien à ce que vous pouvez potentiellement faire sur le marché, avec des dates de livraison spécifiques, voire des heures de livraison spécifiques, peut-être la livraison au départ d'une boutique, peut-être du stock local, peut-être du stock global. Bref, donc toute cette partie-là, on y travaille encore. On y travaille d'ailleurs tout le temps. Mais effectivement, on part sur des solutions qui soient économiquement intéressantes aussi pour le business et puis pour les clients, et des solutions qui correspondent à l'image qu'on veut donner, donc premium, voilà, sur un certain nombre de destinations où on connaît généralement des entreprises qui peuvent répondre à un besoin spécifique et avec lesquelles on va trouver des accords. Donc effectivement, il y a une généralité qui est simple en termes d'IT, de trouver un transporteur qui livre partout sur un standard, et derrière il y a des spécifiques
qui correspondent à chaque destination. Ok. Aurélien, qu'est-ce qu'un prestataire comme B2C Europe apporte à des commerçants qui veulent faire du cross-border? En fait, on vient un peu de résumer la problématique. En clair, si vous voulez vous lancer sur un pays, un des premiers bottlenecks, ça va être l'IT. Donc dire on va aller tester un pays. À l'époque où on était dans la VPC, il y avait un peu moins d'IT, donc c'est plus facile. On faisait un peu de mailing et on voyait ce qui revenait. Là, il faut brancher un prestataire, il faut donner de la visibilité aux clients sur le colis. Donc nous, on le voit, hein, l'IT, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est pour ça, chez nous, on a une. D'ailleurs, vous êtes limite plus une boîte IT. Et aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on est presque plus une boîte IT qu'une boîte de transport, absolument. Même si on fournit encore la prestation de transport à travers nos contrats de sous-traitance. Et donc la philosophie qu'on a, c'est de dire on veut créer des interfaces qui permettent à un client, une fois qu'il est branché chez nous, à la fois d'aller couvrir l'ensemble des pays du monde, mais aussi d'aller tester certains types de livraison, du relais, la livraison à domicile, du contre-remboursement, de la manière la plus simple qui soit. Parce que en France, on l'a beaucoup vu, le e-commerce cherche à donner un maximum d'options de livraison aux clients, en partant du économique en 3-5 jours pour aller jusqu'à l'express ou même livrer dans 2 heures. Mais finalement, c'est une tendance qui est complètement généralisée aujourd'hui à l'international. Et si demain, vous vouliez vous lancer sur l'Italie, pays où nécessairement il faut du contre-remboursement, ça veut dire que de facto, il va falloir au minimum intégrer 2 solutions de livraison. Une première standard sans contre-remboursement, une deuxième avec contre-remboursement. Et finalement, on est tous un petit peu dans le même bateau, avec des équipes IT qui sont pris un peu la corde au cou. Donc nous, on veut à la fois simplifier le processus opérationnel, massifier les colis, comme disait Yves, hein, c'est-à-dire que si vous arrosez 5 destinations, finalement vous ouvrez une nouvelle destination et vous avez 10 commandes par jour pour commencer, vous les mettez sur la même palette et ça part comme ça, parce que le transport d'approche, ça reste quand même un des éléments clés dans la distribution internationale, et simplifier l'intégration IT. C'est toujours ce qui compte le plus aujourd'hui. Enfin nous, à titre très commercial, le cycle de vente dépend de l'intégration IT, pas tellement de notre capacité à vous proposer des bons tarifs de livraison. Ok. Justement, garde le micro. Qu'est-ce que tu as constaté comme différence dans les différents pays? Est-ce qu'il y a des services de livraison qui sont plus développés dans certains pays, des habitudes des consommateurs qui sont plus présentes dans certains pays? C'est quoi, si on reste sur l'Europe, les grandes tendances en fonction des zones géographiques? Alors, en termes de marché de livraison, les grandes tendances, c'est assez simple. Hein. C'est d'abord de la remise contre remboursement, et ça c'est réel en Italie. Hein. Ça va vraiment faire exploser les ventes. Sur l'Espagne, pareil. Donc le sud de l'Europe, très très sensible au contre-remboursement. Sur l'Allemagne, finalement, c'est aussi un marché très spécifique. Et je suis pas là pour faire la promotion de DHL, hein, mais aujourd'hui, la population allemande attend une livraison de DHL. DHL est une entreprise extrêmement innovante en termes d'options qui sont données aux clients. Donc finalement, le client s'y retrouve, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher son colis en pack station s'il a envie, faire du relais, récupérer le colis à une heure précise. Enfin, ils sont vraiment très avancés. Donc finalement, les clients aujourd'hui demandent du DHL. Après, quand vous montez sur les pays un peu plus au nord, l'Angleterre notamment, là, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Donc finalement, les gens ils vont aller chercher de la rapidité de livraison, des coûts de livraison les moins chers possibles. C'est un peu vrai sur l'Espagne aussi d'ailleurs. Donc finalement, en fonction de la géographie même du pays, de l'histoire du pays, chaque pays un peu a sa spécificité. On a des pays où on utilise un seul prestataire pour la livraison, parce que c'est celui que la population attend, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est la Belgique, l'Allemagne, la Hollande un peu. Et puis après, vous avez des pays où alors là, la concurrence est telle que de toute façon, c'est une guerre des prix pas possible, et donc il faut aller chercher le prix plus bas. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Espagne. Voilà. La vraie clé absolue, c'est de donner du choix absolument au client, et la deuxième sur laquelle vraiment je dis il faut faire très attention, c'est cette histoire de contre-remboursement, parce que là réellement vous pouvez réussir sur un pays ou rater complètement un lancement si vous n'avez pas le contre-remboursement sur l'Italie ou l'Espagne. Ok. Vas-y. Enfin, pour compléter un peu ce que disait Aurélien, c'est mon expérience précédente de Sarenza qui va parler, mais c'est vrai qu'il y a des pays aussi, c'est vrai que le type de livraison, on a plutôt tendance à partir sur des... Enfin là, je pense par exemple, dire on va se prendre un intégrateur, on va mettre UPS sur un pays, donc livraison à domicile. Non, est-ce que je pense qu'aujourd'hui UPS ne livre pas, on n'a pas ces points relais sur un niveau, sur un réseau européen. Il fallait faire attention à bien choisir sur quel pays on va offrir la livraison à domicile. Je pense aux pays nordiques par exemple.
vous offrez une livraison à domicile, c'est à peu près garanti que ça va être un flop, parce qu'en fait là, les gens, la population notamment, et d'ailleurs c'est assez marrant, mais c'est intimement lié au taux d'emploi des femmes généralement, et en fait il y a personne qui est chez soi la journée, donc vous pouvez proposer une livraison à domicile. Soit la personne va pouvoir se faire livrer à son bureau, mais c'est pas le cas. Tout le monde n'a pas envie et ne peut pas d'ailleurs se faire livrer à son bureau. Et c'est vrai que vous faites uniquement la livraison à domicile. Pareil, c'est à peu près garanti que ça va faire un flop. Vice versa, sur le pays Italie, Espagne, vous offrez que du point relais parce que c'est plus économique. Même chose à l'inverse, on a du monde. Généralement, on vit encore chez sa maman ou autre. Et là, on va offrir une livraison à domicile qui va représenter certainement 85-90% des parts de marché si on compare domicile point relais. Et n'offrir que une livraison point relais également, ça peut être un vrai problème. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment analyser, travailler sur qu'est-ce que attend un consommateur, le consommateur dans chaque pays, parce que ce qu'on fait en France n'est vraiment pas vrai si on traverse simplement une frontière. Voilà, en Europe, et ça se vérifie globalement dans le monde entier, donc faut vraiment pas ne pas minimiser cette partie un peu analytique de qu'est-ce qu'attend le consommateur dans chaque pays. Pascal ? Je veux aussi dire quelque chose. En fait, je voulais juste rajouter un point qui était vraiment, effectivement, un point à prendre en compte. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, où il y a vraiment un marché, bon, c'est les Deutsche Post, hein, DHL, donc bon, forcément, ils sont historiquement très très présents en Allemagne, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes sur le marché allemand. C'est comme sur le marché américain, les destinataires ont leurs préférences et ont déjà leur compte chez les transporteurs. Et donc, effectivement, ce sont des choses à prendre en compte dans le front de l'e-commerçant, parce que effectivement il y a des post-numbers du client sur lequel il a indiqué ses préférences, et si vous n'avez pas ce numéro-là au moment de la commande et vous ne savez pas l'analyser, vous ne savez pas rétribuer cette information au transporteur, et bien forcément vous perdez de la bonne capacité de livraison. Donc ça, c'est effectivement sans doute une grosse différence par rapport à la France, où le nom du transporteur n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. Enfin, quand on est un e-commerçant connu, en tout cas, non, t'as un avis un peu différent là-dessus ? Non, mais je pense on en parlait avec Aurélien juste avant. Aujourd'hui en France, malgré tout, pour la livraison à domicile, Colissimo, Chronopost reste une marque un peu plus, enfin l'un ou l'autre d'ailleurs, express au domicile, plus rassurante d'un point de vue consommateur qu'un colis privé. J'espère qu'il y a personne qui est plus pro colis privé dans la salle, mais c'est vrai que malgré tout, alors il y a je te rappelle qu'on est filmé. mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même plus rassurant enfin là je parle en tant que consommateur, je vais avoir une préférence pour me faire livrer par un Colissimo ou un Chronopost qu'un colis privé par exemple. J'espère vraiment que ça va changer dans le temps, parce que je pense qu'une concurrence est saine et importante et pour la Poste, mais aujourd'hui, malgré tout, je pense que c'est toujours un élément. Il faut faire attention aussi aux prestataires qu'on choisit dans chaque pays, parce que malgré tout, le nom du transporteur va avoir un impact aussi fort sur la conversion. Alors, malgré tout, en France, il y a quand même une tendance assez lourde sur les sites de vendre du service de transport en marque blanche. Alors pour des raisons d'organisation, de souplesse, de traitement derrière, mais moi j'avais le sentiment, enfin en discutant avec les commerçants, que c'était pour des sites qui avaient pignon sur rue, qui étaient connus, reconnus, que c'était plus si important que ça. Visiblement, t'en avais un peu... Juste là, du coup, je vais pas forcément commenter sur le marché français, mais en cross-border, nous, on a pris le parti pris de communiquer absolument le nom du transporteur qu'on utilise pour donner de la visibilité aux clients. On s'est aperçu, et on l'a vécu à nos propres dépens d'ailleurs, mais on a des contrats avec des distributeurs. Donc, je vais prendre l'exemple de Coreos. Coreos lance une notification pour prévenir ses consommateurs que le colis a bien arrivé et va bientôt leur être livré. Comme on a un contrat consolidé avec Coreos, les notifications partaient et c'était marqué cher client, B2C Europe va vous livrer un colis. Et là, les clients ils partent en panique tout de suite, parce que B2C Europe, ils en ont jamais entendu parler. Donc ils ont besoin de savoir qui va leur livrer le colis. Enfin, en tout cas, à l'international, nous on pense que la transparence a vraiment de l'importance. D'accord. C'est nécessaire aussi, non seulement pour la partie effectivement pour le client final, mais également, je pense qu'il est important pour les e-commerçants de séparer la partie prestation de ce qu'ils font, de l'expérience du produit vis-à-vis de l'expérience transport. Stratégiquement, c'est quand même assez important de faire cette séparation parce que effectivement, un e-commerçant doit pouvoir proposer X options, X transporteurs, mais il faut pas qu'il associe forcément son image à celle de la livraison. Voilà, donc c'est un choix. Malgré tout, cette association elle se fait de fait. Enfin, surtout quand ça se passe pas bien et que le e-commerçant ne réagit pas aux demandes de clients. C'est l'image. Alors, il faut que l'e-commerçant réagisse. Ouais. Ça, c'est son boulot.
Par contre, sur la partie prestation de transport, effectivement, il faut, effectivement, pour ce qui nous concerne, si on veut parler d'une expérience Chanel pour une livraison en e-commerce, voilà, il faut soit maîtriser vraiment à fond aussi bien le message du transporteur, le message du chauffeur, le message, les SMS, les mails qui sont donnés, soit effectivement se décorréler en proposant X options et en disant voilà, vous avez acheté un produit, vous attendez une expérience. Et après, il y a une partie transport qui fait partie de l'offre qu'on vous donne, mais il ne faut pas forcément y associer l'image. Et ce message-là, il est vraiment audible du côté des clients. Ouais, moi, j'ai quand même le sentiment que les clients attendent une expérience globale qui comprend également la livraison, qui est le dernier maillon qui les touche. Et du coup, enfin, si ça se passe mal, c'est associé à l'image du e-commerçant. Et il y a certains e-commerçants qui veulent reprendre complètement la main sur cette partie-là, notamment en maîtrisant complètement leur communication et qui interdisent aux transporteurs de faire la moindre communication à leurs clients, parce que c'est quand même leurs clients. C'est effectivement ça, c'est vraiment un choix. Je pense que chacun a sa propre expérience. Hein. Si vous demandez à quelqu'un, bah tiens, tu prendrais quel transporteur pour faire de l'e-commerce, vous allez interroger 30 personnes, vous aurez voilà des choses qui vont arriver. La Poste, ok, va ressortir systématiquement. Chronopost va arriver certainement, peut-être du colis privé. Mais en fait, chacun a sa propre image. Quand on me dit voilà le colis postal c'est vachement bien parce que tu vas vite au bureau de poste. Moi dans mon village le bureau de poste il est ouvert 2 jours par semaine de 14h à 16h. Ok, c'est bien, mais j'ai pas forcément la meilleure expérience du coup sur cette partie-là. Donc si j'ai le choix sur le site entre la Poste et je sais pas TNT ou colis privé ou Chronopost, voilà, je vais peut-être prendre un choix différent par rapport à ma situation personnelle, et c'est là où je dis il faut décorréler le produit du transport en termes d'image. Ok. Pour rebondir sur nous on voit les deux en fait. Hein. Il y a celui qui considère qu'il veut avoir la main sur la communication avec son client du début jusqu'à la fin. On avait longuement échangé à l'époque avec Yves sur le sujet avec Sarenza, où finalement nous on a développé des applicatifs qui permettaient de notifier un client de la prise en charge d'un colis, de l'expédition d'un colis, etc. Et très vite on s'est aperçu qu'il fallait à minima pouvoir les personnaliser avec le logo du e-commerçant, parce qu'il était absolument pas question qu'on prenne la main sur la communication vis-à-vis du consommateur. Donc il y a des clients qui veulent avoir la main complète sur la chaîne, et à l'inverse, je comprends assez bien le point ici. Ça reste aléatoire. Hein, la logistique, il y a toujours des erreurs, toujours des cas complètement particuliers, et finalement, c'est aussi bien de pouvoir ne pas être associé aux erreurs qui peuvent être commises dans la chaîne logistique. De manière très générale, je dirais qu'aujourd'hui, les e-commerçants préfèrent avoir la main et communiquer avec le client eux-mêmes, avec leur propre image, leur propre standard. Enfin, ouais, non, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que je pense qu'on peut pas, on peut tout à fait aussi se dire, ok, en tant qu'e-commerçant, moi, je veux 100% de la communication. Je veux que c'est moi qui envoie le mail pour dire votre colis est expédié. Bon, ça, ce que font tous les commerçants forcément. Mais dire que par exemple le colis est arrivé au point de retrait, je demande à Chronopost de débrancher leur mail ou leur SMS, se dire je gère cet email via Welcome Track, ce SMS par exemple, qui sont voilà. Et ça c'est, mais malgré tout, je pense qu'il c'est important. Et même par exemple, on peut aller plus loin, se dire comme à l'Amazon, on réintègre totalement le suivi du colis. On n'envoie plus le client sur le site de Colissimo, on n'envoie plus le client sur le site de DHL, mais on reste 100% sur notre site à travers le compte du client. Sur le front office, il a accès pour dire le colis est bien pris en charge, annoncer la date de livraison estimée et vraiment assumer la totalité de la communication pour le transporteur. Mais je pense que c'est quand même important de conserver la marque du transporteur parce que, à mon niveau, je pense que c'est un côté rassurant pour certains clients et c'est un choix aussi stratégique de parfois justement choisir un transporteur plutôt qu'un autre. Ça va avoir un impact financier important parce que moi je suis persuadé que pour certains clients, notamment quand on veut se lancer sur un nouveau marché et qu'on est inconnu de ce marché, savoir qu'on est livré en Allemagne par DHL Packet, savoir qu'on est livré par Correos en Espagne ou pas d'ailleurs, mais ça a un impact dans la décision finale du consommateur, et que moi je suis plutôt du parti pris de dire on conserve la marque du transporteur sur le site. Ouais, puis, enfin, j'ai bien compris qu'au-delà de l'effet de rassurance pour les clients, il y avait aussi des contraintes techniques. Enfin, le fait d'avoir un compte déjà chez DHL en Allemagne, il faut effectivement pouvoir le renseigner sur le site pour pouvoir faciliter la livraison.
Est-ce qu'au niveau de la salle, il y a des réactions à ça sur peut-être comment vous percevez les choses sur est-ce qu'il faut afficher les transporteurs ou pas, marque blanche ou pas, garder la main sur la communication, ou peut-être quelqu'un qui veut réagir sur ce sujet-là? J'anticipe peut-être un petit peu, mais les questions concernant les frais de douane. T'anticipes, effectivement. Bon, ok. On va y revenir, effectivement. Je te laisse continuer. Ok, merci. Oui, t'avais une autre... Non. Il y avait une autre réaction autrement sur le sujet affichage du transporteur ou pas? Non, bon, ok. On a parlé des différents types de transport dans les différents pays. Alors, il y a les standards, effectivement, express, livraison économique, etc. Sur ce qu'on voit comme mode de livraison émergent, enfin en tout cas qui se développe assez fort, la livraison H+, du click and collect, comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que c'est développé plus qu'en France, au même niveau, moins? Qu'est-ce que tu constates, peut-être Aurélien, qui a peut-être une vue un peu globale? On n'est pas en retard en France. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une certitude. On en est encore au balbutiement là, hein, donc tout le monde est un peu en mode prospective. On cherche à comprendre quels sont les modes de livraison de demain, quelles innovations vont pouvoir à un moment ou à un autre marcher, être rentables aussi. Je pense que ça va être un point clé. Ce qui est une certitude, c'est que on a de plus en plus de solutions de livraison H+ sur les zones urbaines fortes, donc notamment en Allemagne, ça commence à devenir important, en Angleterre. Quand on descend dans le sud de l'Europe, on n'en est pas là, clairement. Donc, de manière générale, pour l'instant, je le vois plus comme une étude de marché à l'échelle européenne que comme une réelle solution de livraison. À ça, il faut ajouter le fait que vous pouvez faire du H+ à Londres. Si votre entrepôt il est à Paris, c'est intéressant. Mais le temps de rejoindre le prestataire à Londres, de toute façon, vous avez perdu le bénéfice client. Donc, c'est pas des problématiques sur lesquelles nous, on se concentre le plus. On préfère aller trouver des interfaçages qui vont permettre de choisir, d'affiner un distributeur sur une zone géographique, peut-être même sur un département, en fonction des attentes du client, plutôt que de pousser à l'extrême des solutions de livraison les plus rapides possibles. Voilà. Le principe de base étant en cross-border de tenir la promesse client. Voilà. Oui, je crois que c'est un principe qui est valable aussi pour la livraison en France. Et d'une manière générale, plutôt essayer de tenir sa promesse client et d'informer le client, effectivement. Mais en cross-border, on a des ruptures de charge. Donc, à partir du moment où vous allez aller chercher des optimisations dans votre plan de transport, vous allez faire de la massification, vous allez créer des ruptures de charge, donc vous créez des aléas. Et c'est là qu'il ne faut pas se planter sur les promesses clients. Enfin, Yves est extrêmement sensible à ces sujets-là, et préfère promettre plus long pour se baquer d'erreurs logistiques en cross-border, parce qu'il y en a, il y a plus de risques de rupture de charge, il ne faut pas se leurrer, plutôt que de surpromettre et de décevoir le client. Donc oui, il y a actuellement des tendances qui vont arriver de livraison extrêmement rapide, mais pour l'instant, ça nous touche de loin. Voilà. D'accord. Sur les autres modes de livraison qui se développent pas mal en France, je pense à la consigne notamment, est-ce que c'est très développé dans les autres pays, plutôt plus, moins? Est-ce qu'il y a des pays qui se démarquent? Alors la consigne, ça marche très très bien en Allemagne. Ce qu'on disait, l'Allemagne, ils sont en prédictif sur la livraison. Donc en fait, vous avez un numéro qui dit je m'appelle Frédéric et moi je vais être livré entre 18h et 20h dans la consigne numéro 32 de DHL. Donc voilà. Et au moment où vous êtes dans le check-out, si vous rentrez votre numéro de Packstation, DHL sait déjà quelles sont vos attentes en termes de livraison. Donc là, on est très avancé. Donc eux sont très en avance sur la livraison, point relais, consigne, etc. L'Angleterre a historiquement bien avancé sur la partie relais. Mais on reste de manière générale sur 90% de livraison à domicile, et encore 90, je dirais même 95. Nous, on a lancé, je vais être complètement transparent avec vous, on a lancé un produit qui s'appelle Collect Your Parcel et qui agrège tous les réseaux relais auxquels on a accès en Europe, donc sur une seule interface, pour que dans le checkout, on ait une seule intégration IT qui permette d'aller sélectionner sur plusieurs points relais, sur un même pays, un point relais. C'est pas quelque chose que on vend avec beaucoup de facilité. On va être très franc avec vous. Voilà. Ok. Click and collect. Alors click and collect de plus en plus, mais ça, je pense que Yves pourrait plus en parler que moi, je pense.
Du coup là je vais parler vraiment, c'est très parisien, parce que du coup en effet qui dit click and collect dit un peu point relais maison, et donc dit avoir un point physique donc, dans le pays. Donc là Cézanne, on a un showroom, l'appartement Cézanne qui est même donc, depuis peu d'ailleurs vend une partie de la collection. Donc en fait en effet là on se rend compte que pour le coup la seule différence c'est vrai que c'est le seul mode de livraison pour le cas de Cézanne qui est gratuit dès le 1er euro. Donc rien que pour ça on se rend compte que c'est déjà un mode qui va être choisi, donc mais plutôt pour les petites commandes, parce que forcément les clients parisiens ils se disent bon du coup j'en profite, je vais faire une balade en plus chez Cézanne. Et c'est vrai qu'en plus ça nous permet d'offrir une expérience par rapport à un point relais où c'est vrai que parfois on va être un peu dans un tabac, dans un point relais qui peut être plus ou moins agréable en fonction d'où vous habitez. Là, d'offrir vraiment une expérience où c'est nous, on est entre guillemets responsable, et on va s'assurer d'offrir tout au long du process jusqu'à la remise du colis un service vraiment premium avec du coup à la boutique essayage directement des produits, et si vous constatez que la taille n'est pas bonne, vous pouvez directement nous le retourner et être remboursé. Donc nous, c'est vrai qu'on constate que c'est vraiment un service qui est aimé. Qui a plutôt tendance à augmenter. On a d'ailleurs depuis à Noël, on a même dédié un lieu à cette activité click and collect, parce qu'au sein de la boutique, on avait un problème de capacité, on était obligé trop régulièrement de couper le service. Donc voilà, donc ouais, c'est des bonnes problématiques quand c'est comme ça. Donc non, mais je pense que c'est un effet, en tout cas un service qui est super, c'est que ça permet vraiment de continuer l'expérience client et du coup même imaginer qu'il y a une vente supplémentaire qui va se faire, parce que vous avez le client dans votre boutique et donc potentiellement il va se balader et voir les autres produits, donc faire un achat complémentaire. Donc nous c'est une super expérience, je pense, client, et d'un point de vue bien entendu commerçant, c'est aussi un service apprécié. Ok. Pascal, quelque chose à ajouter sur le click and collect? Alors, il faut évidemment s'appuyer sur un réseau de boutiques. Je pense que le H+, on en a pas on a juste dit un petit mot. Le H+, quelque chose, c'est forcément dans l'air du temps, tout le monde en parle, parce que c'est toujours les mêmes qui lancent ce genre d'idées, hein, ce sont les leaders du marché. Du coup, c'est compliqué de ne pas le faire. Mais en même temps, c'est très compliqué de le faire quand on n'a pas les volumes qui vont avec, parce qu'effectivement, il y a une problématique de stock. C'est où est mon stock et comment je peux organiser ma logistique pour effectivement livrer dans le H+. Donc c'est vrai que nous on essaye de suivre ce type de service, mais c'est énormément de veille, énormément de travail, énormément d'études pour un nombre de cas aujourd'hui très limité. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? C'est un peu la question. Le H+, répond pas, c'est purement logistique, mais répond pas à tous les business models. Alors, si vous avez un business model où vous avez 3 SKU et que vous êtes en vente dans les bureaux de tabac, tout va devenir beaucoup plus facile. Mais de manière générale, et notamment quand on parle d'une entreprise qui est installée en France avec un entrepôt en France, et si on traite de la problématique du cross-border, je pense qu'on est encore très très loin de répondre aux freins logistiques. Et même sur le sujet du H+, mais moi ce que je sens, c'est que c'est plus finalement le créneau de livraison qui est respecté qui va être important, plus qu'une nécessité de rapidité. C'est plus ce qui va plaire, c'est de se dire que vous n'êtes pas être livré dans la journée ou sur un créneau de 2 jours, même on veut dire entre mardi et mercredi, mais savoir c'est tel jour entre 18h et 20h, 18h et 19h même. Je pense que c'est là qu'il y aura une vraie différence qui se fera, et que la livraison par coursier permet de faire ça, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que la messagerie traditionnelle est encore un peu loin, même si Chronopost avec Predict commence doucement à faire des choses avec, notamment dans les zones de forte densité comme Paris, ils vont vous dire la livraison va se faire entre 11h et midi 30, qui est, j'ai le sentiment, qui est plutôt bien respecté en plus, donc c'est un très bon point. Mais je pense que la vraie différence va se faire dans le jour où vous êtes capable de dire la livraison va se faire mardi entre 18h30 et 19h30 à votre domicile, et c'est là vraiment je pense qu'on passera un gap. Mais je suis pas convaincu que c'est purement la rapidité qui va vous intéresser, parce que au moment où vous faites votre commande, vous n'êtes pas forcément disponible dans l'heure pour recevoir votre produit. C'est pas ça que vous recherchez toujours, sauf dans le cas bien sûr de la food ou de Deliveroo et Co. Mais dans le cas du e-commerce par rapport à notre business, je suis pas convaincu à 200% que la rapidité sera uniquement le seul critère. Ouais, je suis assez d'accord. Et au niveau européen, il y a des prestataires qui sont capables justement de faire de la livraison sur des créneaux courts, donc plutôt des coursiers, parce qu'en mode tournée c'est un peu compliqué, mais là, d'un point de vue, moi je commence à regarder doucement, honnêtement, un peu à être en veille. Je vois qu'il y a Wing au fond de la salle, on discute ensemble, par exemple sur Londres, on commence à regarder ce qui se passe. Mais bon, des gens comme Stuart commencent à se développer en effet en Europe. Des services de coursiers aussi, il y a des applications qui agrègent plein de petits coursiers dans chaque pays qui commencent à se développer. Voilà, c'est pas encore très...
c'est pas encore, à mon avis, il n'y a pas un leader qui sort. Ou je pense qu'il fallait vraiment c'est vraiment une étude à mener dans chaque ville. Avec des, par exemple, Paris Top Chrono le fait très bien, mais voilà, c'est une analyse, une étude à mener, je pense, ville par ville. Mais il existe des choses dans chaque capitale européenne, bien entendu, des services, je pense, qui existent, mais nécessitent, comme l'a dit Aurélien à juste titre tout à l'heure, c'est d'avoir un point physique localement, parce que le coût généralement est lié à la distance, et donc il faut quand même avoir un point de rétention de tous ces produits localement, et même plusieurs, j'ai envie de dire, pour optimiser les coûts, parce que finalement, sinon, c'est un service qui, d'un point de vue expérience client, est génial, mais il faut le financer quand même à un moment. Et généralement, quand on parle de livraison, et là, je pense même au cas des retours, c'est un service qui est pris en charge à 100% par le e-commerçant très souvent, et forcément, dans le cas d'un retour, on est quand même très regardant sur combien ça nous coûte. Effectivement. Peut-être une petite parenthèse sur l'organisation de transport. On a parlé d'injection directe, d'intégrateur. Regarde, tu peux nous faire un panorama des différentes solutions. J'envoie des colis de France vers le cross-border. C'est quoi les différentes solutions, différentes organisations qui sont à ma disposition aujourd'hui ? Oui, c'est assez simple en fait. Si demain tu montes ton site e-commerce, avec l'espoir de sortir 10 000 commandes par jour, tu vas commencer avec 2, et le jour où tu vas avoir tes 2 premières commandes, a priori, à part les mettre dans un colis et les emmener à ton bureau de poste, t'as pas beaucoup de solutions. Donc ça, c'est un marché qui est très très compliqué à capter. On travaille dessus, c'est le marché notamment de tous les vendeurs de places de marché, qui est très intéressant et qui aujourd'hui est chasse gardée de la Poste à l'international. Et puis après, quand tu vas en avoir marre d'aller au bureau de poste, tu vas essayer de trouver une solution avec un expéditeur qui va venir chercher les colis chez toi. Et donc là, on passe dans l'intégration. Donc c'est un intégrateur qui va prendre le colis en charge point A chez toi pour aller le livrer point B chez le consommateur. Donc là, c'est les Big 3 ou Big 4 fort, je sais plus. Enfin, mon TNT Express, UPS, FedEx. Et puis après, tu vas commencer à avoir plus de volume. Et là, vont se poser 2 problématiques. La première, c'est de chercher à faire de l'injection directe, puisque finalement, tu peux massifier tes envois pour les expédier sur un point de dispatch. Et la deuxième, c'est de savoir si tu continues à faire ça dans ton garage. Et donc, quand tu vas t'adresser à des logisticiens, eux-mêmes vont être branchés chez des transporteurs et vont déjà avoir des lignes qui tirent vers des distributeurs, des transporteurs, etc., etc. Donc, en fait, plus les volumes augmentent, plus la massification va prendre son sens. Et puis, à un moment, tu vas être tellement successful que tu vas vraiment avoir tes 10 000 commandes par jour. Donc, tu vas avoir 3 000 commandes sur l'Allemagne. Et là, tu vas arrêter de parler à des intégrateurs, des intermédiaires, des distributeurs pour t'adresser directement à DHL, acheter toi-même ton camion qui, tous les jours, va faire Paris-Berlin et tu vas avoir ton contrat DHL directement. Voilà, c'est à peu près l'histoire. Merci pour ce beau panorama. Moi, je me suis arrêté moi au salon et je prépare mes colis de mon salon. Mais non, en plus, j'imagine que des solutions peuvent cohabiter. C'est-à-dire que tu vas avoir des très gros volumes sur l'Allemagne et puis des tout petits volumes sur l'Italie ou sur on a des e-commerçants en France à qui aujourd'hui on fournit l'interfaçage IT avec le transporteur. Donc on lui fournit l'étiquette et puis le tarif de distribution. Mais il prend en charge le transport d'approche lui-même et il sous-traite des camions pour partir du sud de Paris et monter tous les jours à Londres, tous les jours en Belgique, tous les jours en Allemagne. Et puis pour les 5 destinations où les volumes ne sont pas suffisants pour prendre la main sur le transport d'approche par eux-mêmes, ils vont tout consolider. C'est nous qui allons venir les chercher et les rééclater sur un hub de transit, ce qui leur permet sur une palette de mettre 4 destinations. Enfin voilà, oui, absolument. Donc les solutions peuvent tout à fait cohabiter. Oui. Ok. Un point qui est important pour les destinataires, enfin un des freins à l'achat cross-border, c'est évidemment les frais de livraison. C'est un des freins. Comment vous avez géré ça ? Est-ce que vous essayez de gommer le fait que ça parte de France, quitte à financer le transport, ou est-ce que vous essayez d'avoir un équilibre économique ou c'est un mix des deux, ça dépend des destinations ? En effet, nous, ça dépend un peu des deux, parce que forcément, localement, vu qu'on livre dans le monde entier, on ne peut pas facturer, par exemple, on livre en Australie, on ne peut pas facturer exactement ce que ça nous coûte, ce serait juste totalement prohibitif d'un point de vue client. Donc nous, on essaie vraiment d'être sur un mix global où finalement, on n'en perd pas, on n'en gagne pas. C'est vraiment pas du tout là où on souhaite gagner de l'argent, c'est vraiment pas le but. C'est de trouver le meilleur équilibre entre service et que financièrement ce soit pas non plus un gouffre, parce que ça peut vite, c'est généralement, si on regarde le transport dans une boîte de e-commerce, il y a le coût d'achat des produits qui est le number one, et derrière on a directement le transport et là, même bien avant le coût de logistique pure de préparation de commande, quoi. Donc on regarde de très près. Donc non, nous, notre objectif c'est vraiment d'être
flat, de ne pas perdre de l'argent, de ne pas en gagner. Particulièrement, c'est pas du tout une source de revenus. Donc forcément, et intégrer à ça la politique de retour aussi. Donc voilà. Donc après, c'est un équilibre à trouver sur. Il y a des services qu'on peut vendre un peu, les services premium, on va essayer. Donc voilà, on va les vendre un peu plus cher entre guillemets, et vice versa sur les services plus économiques. On est pas créé de voir, on finance. Donc voilà, mais c'est l'équilibre au global qui est intéressant. Okay. Chez Chanel, quelle est la politique de frais de port? Enfin, la question du prix de port, du frais de port, c'est vraiment une question de marketing. Hein. C'est qu'est-ce que je veux faire apparaître sur mon site et comment je veux vendre mes articles. Donc on a effectivement un seuil au-delà duquel les frais de port sont gratuits, mais qui n'est pas forcément correspondant au coût réel du transport. D'accord. Alors, il y a une problématique, on y vient au problème douanier. Il y a une problématique qui est effectivement compliquée quand on fait des cross-border, c'est tout ce qui est passage en douane. En Europe, ça va encore à peu près, sauf qu'il y a quand même quelques restrictions. Quand on sort de l'Europe, ça se complexifie encore un petit peu. Comment vous abordez ces problématiques-là? Comment vous les traitez? Qu'est-ce que vous avez comme frein, comme solution éventuellement sur ces problématiques-là? La solution la plus facile, en effet, au début, on va revenir sur les intégrateurs, mais aujourd'hui, c'est vrai que nous, on joint facilement. On a donc, pour faire simple, la déconstance sur les pays, on ne prend pas du tout en charge. On vend donc DAP avec vraiment, on paie le client va s'acquitter du transport et va s'acquitter auprès du transporteur final des droits et taxes. Solution que honnêtement je déteste en tant que consommateur et même en tant que commerçant. Maintenant, on peut pas le faire encore, le gérer sur l'ensemble des pays. Parce qu'en fait, vous achetez c'est un peu comme quand on achète un billet d'avion, on a un prix facial, puis à la fin, on se retrouve à payer 50 €, 100 € plus cher, on ne sait pas vraiment pourquoi, et on vous dit que c'est écrit dans les petites lignes, et je trouve que d'un point de vue expérience client, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Donc maintenant, il y a des solutions qui existent pour afficher. On regarde par exemple des solutions où sur le site, on pourrait dire on vend en DAP, mais par contre pour information, voilà ce que ça va vous coûter. Et donc là, pour tout vous dire, on est en train de regarder des solutions qui ressemblent. DHL est en train de sortir un outil un peu prédictif sur les droits et taxes. Et donc voilà, donc comme ça le client, on ne le facturerait pas pour lui, mais il sait qu'il aura, en achetant ses produits, 50 € à payer au livreur au moment où il récupérera ses produits. Et après, donc l'autre option, c'est de dire j'estime mes droits et taxes directement, et donc je vends DDP aux clients dans le monde entier. Par exemple, dans le cas de Sarenza, c'est ce que Sarenza on a mis en place sur la Suisse, où en effet le client va s'acquitter d'un prix en francs suisses, toutes taxes comprises. Et donc là, on va prendre en charge 100% de l'organisation avec le paiement des droits et taxes. Mais là, ça demande une organisation quand même extrêmement beaucoup plus organisée, ce que ça veut dire gérer tous ces codes douaniers. Et quand on est distributeur et même quand on est fabricant, c'est pas toujours évident. Oui, les fameux codes TARIC, exactement. Ça de pouvoir indexer, va pouvoir dire quel produit c'est tel code. Ça, c'est un vrai métier. Estimer donc du coup l'ensemble des droits et taxes en prenant en compte les produits qui sont d'origine européenne, non européenne, et donc estimer en gros contribuer, voilà, dans son business plan, savoir que combien ça va nous coûter toute cette histoire avec la TVA incluse, et notamment à la fin prendre en compte que dans le cas d'un retour, qu'est-ce qui se passe? Et brancher le fait qu'on puisse réclamer avec les douanes, aux douanes, ce qui n'est pas toujours le cas, pouvoir réclamer les droits et taxes quand le produit revient. Parce que si on s'acquittait de la TVA qui va de la Suisse, c'était assez c'est 8% je crois, mais qui peut monter à 20% sur certains pays, si on paye 20% à chaque fois qu'un produit passe la douane et que quand il revient, on ne les récupère pas, c'est vite un problème. Donc voilà, donc c'est... Là, mais là, c'est vraiment, en effet, c'est toujours une question de volume. Dès que vous avez les volumes nécessaires, je pense que c'est important d'un point de vue expérience client de pouvoir proposer une solution où le client il a l'impression que vous êtes local, vous êtes des locaux, et commencer par une solution en effet où le client va devoir s'acquitter des droits et taxes. Mais mon conseil, ce serait vraiment de tout de suite bien le dire au client. Si vous n'avez pas le moyen de le calculer, de bien que ce soit noté un peu, j'allais dire en rouge, le marketing détesterait ça, mais voilà, que ce soit vraiment visible aux yeux du client, parce qu'au final, dans tous les cas, sinon vous perdez, si vous le cachez, c'est que le service client va en subir les conséquences et que vous perdez un client la plupart du temps. Ok. Chez Chanel, alors, vous avez cette problématique-là, plus d'autres? Alors, aujourd'hui, pas en B2C, puisqu'on n'a pas ni la Suisse ni la Norvège dans la partie B2C. C'est plus simple. Pour l'instant, oui. Alors après, en B2B, oui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a forcément une représentation fiscale dans les différents pays. Donc on a d'abord une facturation de la France vers notre représentant fiscal local qui va s'acquitter des droits et taxes, même si les produits, eux, vont aller directement vers la boutique et vers le client final potentiellement demain.
Effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple en termes d'organisation, d'avoir une représentation fiscale qui permet de s'acquitter de tous les droits et taxes de façon massifiée, parce que derrière, en plus, vous n'avez qu'une seule douane sur l'ensemble des expéditions du jour, ce qui est quand même intéressant. D'accord. Aurélien, deux points rapides sur le sujet. Donc nous on fait de la représentation fiscale pour certains de nos clients. Ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où les volumes commencent à être conséquents, parce que vous avez des coûts d'approche, des frais de dédouanement, des opérations de dédouanement, de la paperasse. Enfin, il y a tout un protocole à suivre qui finalement n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on a des volumes conséquents. Et là du coup on peut pas faire de la malsification multi-pays parce que le dédouanement il a lieu dans le pays de destination. Donc c'est les volumes qui vont driver le fait de passer notamment en DDP. Et pour rejoindre ce que disait Yves, il y a alors suivant le business model que vous avez, mais si vous avez une politique retour qui est un outil, un levier marketing, surtout ne pas négliger cette partie-là, parce que faire de l'aller en grand export et du retour derrière, c'est très très compliqué. Voilà. C'est très compliqué et déjà ça vous oblige à utiliser le même prestataire à l'aller et au retour parce que utiliser deux prestataires différents, là ça devient réellement quasi impossible. Donc voilà, il y a le retour à ne pas négliger quand vous faites du grand export en DDP. Juste un petit mot quand même sur la partie douane, c'est qu'il y a des choses à ne pas oublier, c'est qu'il y a des petits endroits sur lesquels, si vous ouvrez un site en Italie par exemple, il y a des frais de dédouanement. San Marin, le Vatican, on n'y pense pas forcément. Voilà, vous avez les Canaries en Espagne, vous avez quelques coins comme ça, un petit peu les dom-toms en France, oui, voilà. Donc effectivement, c'est sur le même principe. Donc voilà, attention simplement quand vous proposez des produits dans certains pays, d'exclure ces codes postaux si vous ne voulez pas avoir des problématiques de douane derrière. Alors, Pascal, tu peux peut-être garder le micro. Donc on a vu les problèmes douaniers, il y a aussi des problèmes réglementaires sur le transport. Vous, chez Chanel, vous transportez des produits qui sont un peu compliqués. Comment vous gérez ce genre de choses ? En fait, on embauche des gens comme moi pour récupérer les problèmes. Non, en fait, voilà, la problématique des produits dangereux, elle est sur des produits de grande consommation, malgré tout, relativement simple. Dans le fait qu'elle est très précise, il n'y a pas le choix. Il faut des gens qui soient formés, il faut des déclarations signées par des personnels qui ont des accréditations, il y a un emballage, un étiquetage qui est à mettre en œuvre. C'est pas insurmontable. Voilà, sur les parties produits dangereux, c'est quelque chose qui, encore une fois, a des coûts et peut se faire quand on a un certain volume ou quand on croit beaucoup en l'avenir et on sait qu'au début on va perdre un peu d'argent. Voilà, sur la partie réglementaire pure, il y a que cette partie-là pour ce qui nous concerne. Après, il y a peut-être d'autres produits un petit peu plus techniques, plus complexes qui ont d'autres problématiques, mais pour nous, c'est assez simple à gérer malgré tout, si ce n'est qu'effectivement on a une contrainte sur la partie délai, puisque les transporteurs, même express, refusent de garantir les délais à partir du moment où c'est des produits dangereux, donc du coup, ça devient un petit peu plus complexe. Et du coup, quels sont est-ce qu'il y a un impact réel, un retard réel que vous constatez sur à la fois les problématiques de douane, les problématiques de contrôle réglementaire, absolument dangereux ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment des délais à prendre en compte. Il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous avez des produits dangereux. Il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas promettre à vos clients quand il y a une partie douane. Voilà, ça fait partie des règles du jeu. D'accord. Donc d'où l'importance de renforcer la communication client, d'informer le client à chaque étape, qu'il sache précisément ce qui se passe. Effectivement, dire on livre tout en 24 heures, sauf en cas de produit dangereux, marqué tout en bas au fond avec une petite étoile, sachant que quand vous vendez du parfum, vous avez que ça, c'est pas possible. J'allais dire un autre conseil, j'allais dire, faut pas essayer de jouer avec les douanes parce que comme tout au début, je vais dire, dès le début, si vous le décidez par exemple de gérer la douane pour vos clients, ne prenez pas le parti d'essayer de ruser un peu les douanes parce que ça peut passer pendant des mois, on en parlait tout à l'heure, ça peut passer pendant des mois et le jour où on tombe dessus, ça peut faire très mal. On va vous demander beaucoup de documents, ça prend beaucoup de temps. Ça m'est jamais arrivé, je ne parle pas d'expérience, mais j'en ai entendu parler. T'as toujours fait mais ça arrive. Bien, ouais. Non, voilà. Donc en effet. Exactement. Donc non, il y a une vraie responsabilité derrière. Donc après, et généralement en plus de ça, la douane c'est comme beaucoup de choses, il faut gagner la confiance aussi de la douane et que dès le début, dès que vous avez montré, dès qu'un nouveau client, vous allez forcément être scruté, regardé de près et dès que vous avez montré que vous avez les choses proprement, vous êtes forte chance que derrière vous soyez scruté une fois par an. Enfin moi sur mon expérience sur la Suisse avec Sarenza, on a eu finalement un contrôle au début puis après
Une fois que vous avez compris que c'était bien branché et qu'on faisait les choses proprement, on avait une fois de temps en temps un colis qui était ouvert, mais c'était extrêmement rare. Juste à ce sujet-là, on connaît bien la partie répressive de la douane, on connaît des fois moins bien la partie conseil, mais il y a des pôles d'action économique qui sont des gens qui ne sont dédiés qu'à faire du conseil au niveau des différents bureaux de douane, et ces gens sont très très abordables, très très sympas, ils vous expliquent des choses très clairement sur des choses qui sont un petit peu complexes. Donc voilà, si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à faire appel à eux. Effectivement, la pratique un peu plus que limite pour jouer avec les douanes, c'est de tout déclarer en cadeau. Bon, c'est le truc à éviter, quoi. Ça peut être tentant, mais c'est la fausse bonne idée. Thibaut, est-ce qu'on avait répondu aux questions que tu as failli poser? Tu peux prendre... Calcul des frais de douane. Tous les transporteurs ne se valent pas. Enfin, je pense notamment à UPS qui a intégré dans ses API un système qui permet de calculer automatiquement les frais de douane. Ce n'est pas le cas de la Poste. Donc voilà, dans le choix du transporteur, ça compte aussi, notamment pour la Suisse. J'ai fait face à ces sujets-là et UPS était le bon prestataire pour un pays comme la Suisse, en tout cas en ce qui concerne le e-commerçant pour lequel je travaille il y a quelques semaines. La Suisse, il y a une particularité en plus d'être la facturation des droits de taxes fait sur le poids en plus, à l'inverse de beaucoup de pays où c'est, même presque je pense tous à part la Suisse maintenant, qui est sur la valeur de la marchandise. Donc en effet, mais après c'est aussi la problématique, c'est d'avoir aussi dans tous les cas gérer ces fameux codes douaniers qui sont une vraie plaie. Pardon et les origines en effet, tout à fait. Mais là, sur ces aspects-là, j'imagine qu'il y a des prestataires, il y a des prestataires qui ont développé des activités. On a parlé des transporteurs qui proposent des calculateurs de droits de douane. Il y a des prestataires qui gèrent la totalité de la chaîne. Ouais. Des solutions, à partir du moment où vous avez les data, des solutions qui vous le pré-calculent, en effet, il en existe plusieurs sur le marché, les transporteurs qui sortent les leurs parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai sujet. Il y a d'autres sociétés, je ne peux en citer, mais il y en a d'autres qui, en effet, qui se sont rapprochés sur le sujet, même qui vous proposent de déterminer pour vous les codes douaniers. Maintenant, de ce que j'ai regardé jusqu'à présent, je ne conseillerais pas forcément d'y aller. Pour l'instant, je n'ai pas été très rassuré sur la manière dont ils font les choses. Ça nécessite une connaissance produit qui est en fait extrêmement forte, et c'est pas quelqu'un qui, en 2 secondes, va voir vos produits, va vous dire ça c'est de la soie. Voilà, rien que pour les chaussures, il y a une centaine de codes douaniers. Si c'est la semelle en cuir, en plastique, avec ou sans lacet, c'est assez complexe. Donc voilà, si vous voulez vraiment y aller fort, il vaut mieux le gérer 100% en interne. Il y a des algorithmes qui peuvent malgré tout, si vous avez des fiches produits assez bien détaillées, vous pouvez retrouver les datas assez facilement et donc déterminer les codes douaniers en face. Mais voilà, c'est tout le sujet, c'est vraiment les origines et les codes douaniers. La composition. Ouais. Je vais refaire de la pub pour la douane. Il y a également des services de la douane qui vous donnent les renseignements des nomenclatures douanières, des origines, ce qu'on appelle les RTC, les RTO. Franchement, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Par contre, vous êtes obligé d'utiliser le code douanier qu'on vous donne. Voilà, c'est un petit peu la contrainte derrière. Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais du coup, ça ne m'arrange pas ». Non, quand vous demandez une nomenclature douanière à la douane, ils vous le donnent gratuitement au bout de X jours, mais après, vous devez l'utiliser. On a beaucoup parlé de l'aller, on a commencé un petit peu à parler des retours qui sont malgré tout une problématique déjà complexe en national en France. Quand on arrive sur le cross-border, c'est encore plus complexe. C'est quoi vos pratiques là-dessus, de votre expérience à tous les deux, et puis peut-être Aurélien donne une vue un peu plus globale. Bon, j'ai le micro, je commence. Déjà, je pense que c'est très spécifique au type de produit que vous vendez. Dans le cas de la mode, très clairement, vous offrez pas le retour. J'ai envie de dire, n'y allez même pas. Non, mais il y a des problématiques de taille, de produits. Donc, il y a des gens qui vont parfois, ça dépend après des types de clients, mais qui vont décider tout de suite d'acheter 2 tailles différentes, d'essayer à la maison et de retourner le produit qui ne va pas. Donc, j'ai envie de dire, déjà, je pense que c'est obligatoire d'offrir un service de retour dans le cas de la mode, je parle, et même de façon plus générale, c'est extrêmement rassurant pour les clients, pour les consommateurs. Moi, quand j'achète, je regarde toujours, tiens, s'il y a un problème, parce que ça peut être un problème de taille, mais ça peut être aussi le produit défectueux, finalement le produit ne me plaît plus. Donc voilà, est-ce que le service de retour, alors bien qu'il y ait le délai de rétractation en France, mais dans ce cas-là, le retour est à votre charge, est-ce que le e-commerçant prend
à sa charge le retour. Et ça, c'est un élément déterminant. Donc nous, on a pris le parti de l'offrir à l'ensemble de nos clients. Alors sur nos pays cœurs aujourd'hui, par exemple l'Australie aujourd'hui, les clients peuvent faire son retour mais à sa charge. Mais je pense que voilà, l'objectif à terme, très clairement, s'afficher, c'est de pouvoir l'offrir sur 100% des marchés parce que c'est un élément déterminant dans le choix final du consommateur de passer par un site de e-commerce plutôt qu'un autre. Parce qu'on sait que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je pense qu'il faut qu'on se mette à la place du client. Il faut se dire dans tous les cas, quand il fait son acte d'achat, il sait que dans tous les cas, s'il y a un problème, en face, il y a un service client, il y a un retour qui est possible, il y a un remboursement qui est possible. Et à partir de là, en fait, naturellement, vous allez augmenter la confiance du client en votre site et du coup, naturellement, les ventes, je pense. Et ça se voit dès qu'on ouvre un service de retour sur un pays, dans tous les cas, ça a un impact direct sur les ventes. Ça a un coût, il faut bien le prendre en compte, mais ça me semble être indispensable d'offrir les retours. Et donc, même chose après, on regarde dans la partie service. Je pense qu'il y a plusieurs modes et là il faut regarder aussi pays par pays quels sont les modes de retour qui sont préférés. Donc le plus simple, on va dire, offrir une étiquette de retour soit directement dans le colis, soit on le met à disposition sur le site et le client va le déposer dans une poste, un point relais et aller jusqu'à nous, ce qu'on fait par exemple sur Paris avec vraiment un pick-up par un coursier sur un créneau de 2 heures. C'est ça qui marche aussi très très bien parce que pour que vous êtes au bureau, vous le laissez à l'accueil. Il y a quelqu'un qui dans les 2 heures sur un créneau donné va venir récupérer le produit. C'est un service qui est aussi très plébiscité. Voilà, donc même chose après, comme on parlait tout à l'heure, c'est une problématique de coût. À la fin, on peut offrir plein de services, mais vu qu'on l'offre, voilà, faut regarder, faut s'assurer que ça, on fait pas sauter la banque. Alors pour ce qui nous concerne, on n'a pas vraiment la même problématique, puisque nous, notre taux de retour, il est inférieur à 2%. Ouais, que du bonheur. Malgré tout, effectivement, on offre tous les retours, bien entendu. Ça paraît logique. Et on inclut effectivement un bon de retour directement dans l'ensemble de nos colis. Pour une raison très simple, on ne voulait pas le faire pour des raisons environnementales, d'édition de papier, mais en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes commandent par leur mobile ou leur tablette, et du coup, n'ont pas forcément une imprimante à côté, et du coup, ça devient problématique, soit d'envoyer une étiquette, soit de la faire imprimer. Donc du coup, on a pris le pari de la mettre directement dans nos colis. Ok. Aurélien, peut-être une vue un peu plus globale sur les bonnes pratiques juste avant ça, juste une petite réaction très rapide sur le fait de mettre l'étiquette dans le colis. Ça concerne notamment les e-commerçants qui ont des taux de retour très très bas, puisque finalement le levier principal c'est de dire j'offre le retour, c'est marketing, point barre. Quand vous avez des taux de retour plus élevés, et notamment dans le textile, on l'a vécu, mettre l'étiquette dans le colis c'est bien, mais malheureusement le colis il est en train de revenir et vous savez pas pourquoi il revient. Et en fait, les raisons du retour, c'est un vrai travail de fond pour essayer de tenir le taux de retour le plus bas possible, parce que dans le business économique, c'est quand même très très coûteux. Et donc le fait de mettre une étiquette à l'intérieur du colis, c'est très vrai, notamment pour les taux de retour très faibles. Enfin, tu me diras si t'es d'accord. J'ai une petite surréaction là-dessus. On a fait un morning, l'édition précédente portait sur les retours. Et en fait, il y a plusieurs approches là-dessus. En fait, la conclusion, c'est que il y a a priori pas de vérité absolue, ça se teste, quoi. Je me souviens avoir eu le témoignage de pêcheur.com qui avait constaté que le fait de mettre une étiquette retour, ça, dans les colis systématiquement, ça augmentait pas le retour, en revanche ça faisait monter le panier moyen. Après, c'est pas une vérité absolue, c'est pas parce que ça a fonctionné comme ça pour pêcheur.com que ça fonctionnera pareil chez tout le monde. Azos par exemple dans le textile met systématiquement une étiquette retour. Un mode de retour, Zalando pareil. C'était pas le message que je voulais passer. C'était pas de dire si vous mettez une étiquette, ça va augmenter le taux de retour. En revanche, c'est d'avoir une raison. Voilà, la raison du retour, elle est quand même essentielle parce que, si c'est un problème de taille sur une paire de chaussures où les tailles ont été mal renseignées dans le back office, c'est bien de le spotter le plus vite possible parce que avec des taux de retour de 50% sur l'Allemagne, une simple erreur de saisie peut coûter très cher. Voilà. Et pour compléter, là, c'est vraiment d'un point de vue purement logistique en entrepôt. Ne pas savoir ce qui arrive, c'est toujours aussi en termes de prévision compliqué. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette vision-là, de savoir que après une vente, on sait qu'il y a beaucoup de... C'est forcément lié indirectement en vente. Quelques jours plus tard, ça revient, les retours reviennent. Mais d'avoir aussi cette pré-alerte sur le site, nous, ça nous permet quand même de valoriser, de savoir que voilà, on a par jour X commandes, X demandes de retour qui ont été faites, et donc X colis qui doivent arriver dans un délai de... quelques jours, quoi. Donc voilà, c'est quand même extrêmement important d'avoir cette déclaration, mais je pense que les deux du coup sont pas on y réfléchit en fait pour te dire à cette solution là et c'est vrai que je pense que malgré tout c'est pas on peut demander au client, on peut mettre une étiquette dans le colis et bien indiquer au client que disant attention,
dans tous les cas, s'il utilise l'étiquette, il va l'utiliser, mais de le sensibiliser vraiment, que ça peut avoir un impact sur son remboursement. Enfin, passer un message fort pour lui dire que ça n'empêche pas que tu es obligé de quand même te loguer sur le site, déclarer ce que tu veux, avant de vraiment poster ton colis. C'est ce que fait Zalando, où il demande les causes du retour. De toute façon, alors c'est par écrit, il me semble, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est indispensable de savoir pourquoi ça revient. Après, par le customer service, mais vu le nombre de retours, on ne parle pas de la même chose. ouais. Après, sur le fait, c'est aussi important d'être capable de savoir ce qui va revenir dans les entrepôts. Ça, il y a d'autres solutions. Il suffit de tracer les retours et tu sais ce qui revient, où ça en est, ce qui va arriver le lendemain. Bien sûr. Juste peut-être pour revenir un cran en arrière de manière plus générale sur les retours. Hein. Là, on est face à deux Français là qui nous disent que le retour, évidemment, faut le faire gratuit, mais tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Ça peut coûter très très cher, et donc il y a encore des commerçants qui optent pour le contexte où le consommateur va devoir payer pour son retour à ses frais. Et vous avez quand même des solutions un peu hybrides où vous allez proposer une étiquette retour au consommateur qui va pouvoir apposer sur son colis, payer un affranchissement local dans son pays, parce que là on est vraiment sur le cross-border du coup, mais payer un affranchissement local dans son pays, ça va revenir sur un hub et c'est le e-commerçant qui prend en charge la logistique depuis le hub du pays vers son propre entrepôt en France. Ce qui permet de partager les coûts, de ne pas perdre sur la visibilité, de savoir que le colis est en train de revenir, parce que vous avez généralement un élément de tracking dans le pays au moment de la réception, donc ça va très très vite, mais il y a des solutions un peu hybride. Alors après, c'est vrai, le retour gratuit, c'est devenu un must-have. Dans le textile, ça l'est de facto, mais il reste encore des solutions un peu intermédiaires qui sont d'ailleurs très plébiscitées par les places de marché, par Amazon, qui aujourd'hui impose à ses vendeurs d'avoir une adresse locale dans le pays pour que les consommateurs puissent renvoyer avec des frais limités les colis, ce que les vendeurs n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'ils s'appuient sur des réseaux de gens qui ont des hubs un peu partout et qui sont capables de recevoir pour eux des colis retour. Après, au niveau du taux de retour, il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des gens qui vendent avec des taux de retour bas. Donc c'est l'électronique, c'est les meubles. Il y a des taux très bas, cosmétiques. Et après, il y a le textile. Et sur le textile, les taux sont connus, hein, mais globalement, l'Allemagne est en tête, hein, je pense, avec autour de 50% de taux de retour. Et finalement, les taux de retour baissent plus on descend dans le sud et restent assez hauts dans le nord de l'Europe. Ils sont de l'ordre de 15 points en Italie, à peu près pareil en Espagne, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, Yves, mais 50% en Allemagne, 30% à peu près au UK, en Hollande et dans les pays nordiques. Voilà. Donc en tout cas le point à retenir, c'est qu'il faut de toute façon évidemment éviter que les retours partent de chez votre client pour revenir directement chez vous en France, parce que là en termes de coût c'est juste une catastrophe quoi. Enfin, sauf si c'est les clients qui le payent, mais ça va être complètement contre-productif pour les achats futurs. Bah ouais, si c'est le client qui paye, c'est un peu déceptif parce que c'est comme si on allait à la poste pour envoyer un colis d'1 kilo en Allemagne. Donc ils vont nous proposer, parce que c'est des bons vendeurs à la poste, donc ils vont proposer du colissimo emballage probablement à 20 et quelques euros. Donc c'est très très cher. Ok, bon, on arrive au terme de cette session. Peut-être un dernier mot pour conclure, un conseil ou un point qui vous paraît important quand on est dans une approche cross-border, développement cross-border. Un point chacun. Alors, du coup, je ne vais pas forcément prêcher pour ma paroisse, mais je vais remettre quand même un point sur ne sous-estimez pas l'IT. Allez vers des solutions IT qui vont vous permettre d'être agile et de changer de transporteur et de rajouter une option de livraison, d'ouvrir un pays et peut-être même de le fermer, etc. Voilà, c'est pour moi la clé pour rester agile sur la partie cross-border. Moi j'allais dire ne sous-estimez pas finalement le nom du transporteur, parce que notamment quand on veut se lancer dans un nouveau pays, généralement vous êtes totalement inconnu sur ce marché et je pense que c'est un élément de réassurance important pour le client quand vous connaît pas, de savoir que justement c'est un transporteur qui est localement assez plébiscité. C'est un élément rassurant, donc je reviens un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est un élément qui est quand même clé. Moi je dirais que sur la partie logistique, vendre en cross-border, il faut surtout y aller.
tous les éléments sont réunis pour le faire. C'est très simple. Il y a des gens aujourd'hui qui proposent l'ensemble des prestations pour le faire. Il y a un coût bien sûr derrière, mais c'est pas non plus rédhibitoire dans le sens où effectivement vous avez des coûts de transport qui sont relativement proches de ceux que vous pouvez rencontrer en France. Donc voilà. Après il y a des questions retour, des questions d'organisation, mais toutes les conditions sont réunies et c'est pas la logistique qui va être un frein à un déploiement cross-border. Merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit ou en complément, je pense qu'en fait, parce que le sujet, donc évidemment, c'était le cross-border. En fait, il y a deux types de cross-border. Parce qu'il y a une des slides que tu as montré au début, expliquant que peut-être 83% des internautes allaient acheter sur des sites dans une logique cross-border, un site étranger. Ça, c'est du cross-border front office. Et donc là, parce qu'on parle beaucoup, là, on a parlé beaucoup de logistique. Et donc, parce qu'évidemment, une logistique avec des flux cross-border sur du B2C induit les distances, mine de rien, qu'on le veuille ou non, sont incompressibles, donc induit des délais potentiellement plus longs. Donc j'achète sur un site étranger, en étant, je sais pas, en France, j'achète sur un site en Suède, je peux imaginer que mes délais vont être plus longs à l'accepter. A priori, de toute façon, ça se reflètera en front. Le sujet qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, c'était plutôt du cross-border lié à de l'optimisation logistique. Donc, j'imagine vous tous avez des sites dans les pays en question, donc pour le client. Et donc vous êtes en fait là en concurrence avec soit vos distributeurs historiques, B2B, qui ont les produits de vos marques, soit vous êtes en concurrence avec des concurrents de marques, mais qui sont sur le même créneau que vous, et qui peut-être, eux, ont une présence locale. Et donc c'est là où je trouve qu'on est parfois un petit peu schizophrène dans ces démarches-là, c'est qu'on dit le cross-border, c'est hyper tendance, en plus c'est facile, évidemment en Europe, à part la Suisse, la Norvège, bon, voilà, des sujets qu'on a évoqués, je pense que ici, la plupart des gens comprennent tout ça. À côté de ça, on a Amazon qui casse les codes du marché, toujours plus vite et toujours plus gratuit. On a parlé de livraison le jour même, alors bon, c'est un cas spécifique, mais évidemment, par définition, c'est pas possible dans du cross-border. Il faut avoir une présence locale, à minima des stocks ou dans les villes, etc. Ou utiliser des points de vente pour faire ça. Parce que c'est rien de plus que des localisations de stock proches de là où habitent les gens qui sont intéressés par les produits. Sinon, les boutiques, elles fermeraient. Donc voilà, mais donc tout ça, c'est hyper complexe. Et typiquement, chez L'Oréal, ça crée des discussions sans fin. Parce qu'on nous explique, évidemment, d'un point de vue supply chain, plutôt logique, vu en plus des volumes qui sont ce qu'ils sont, de se dire on va massifier, pas avoir 50 stocks différents et faire du cross-border, d'un point de vue optimisation logistique, sauf qu'on a une présence front office au pays, et que livrer l'Italie depuis la France ou l'Espagne, si on ne veut pas faire que du UPS en J+1 qui va nous coûter hyper cher, bah, ça va prendre du temps. Et le Sephora ou le je ne sais qui local qui vend nos mêmes produits, lui, il part de ses stocks de retailers locaux, il va quand même plus vite, avec des services de livraison qui lui coûtent potentiellement un peu moins cher. Après, ça, c'est pas grave. On peut financer la partie économique parce qu'on a fait le choix de centraliser notre logistique, d'avoir qu'un stock. Mais au bout d'un moment, voilà, les distances sont incompressibles. On a les problématiques de produits dangereux. Donc, on peut pas faire non plus de l'aérien à tout va. Et puis, c'est pas très éco-friendly sur des petites boîtes. Bon, voilà. Donc, c'est complexe. Et je trouve, voilà, cette histoire, bon, Aurélien, tu as beaucoup abordé le point que la rapidité, c'est pas forcément... alors, oui, non, encore une fois, moi, je sais pas. Faut demander aux consommateurs, est-ce que c'est... et moi, j'ai tendance un peu à raisonner comme toi. Mais et je m'adresse aussi là peut-être vous représentez des marques donc bon comme moi donc il y a beaucoup de marques chez L'Oréal donc c'est une complexité supplémentaire mais c'est comment aussi vis-à-vis du marketing arriver à positionner ce curseur parce que c'est très compliqué. Oui, tu as entièrement raison. Après, mon propos était vraiment de dire que techniquement, s'il y avait des gens qui hésitaient à se lancer en cross-border, parce qu'on est quand même en France, souvent on se restreint indirectement au marché français dans la création des entreprises. Donc je dis voilà, simplement en termes de logistique, il y a aucun frein à se développer. Alors effectivement, après il y a la question de la promesse client. Sur les différents sites, il faut savoir effectivement si on propose la livraison au départ de France ou si on se met en concurrence avec des prestataires directs, mais ça c'est de l'étude de marché, c'est effectivement plus un positionnement marketing que, oui, dans le sens où on va promettre des choses différentes.
Voilà, mon propos est simplement de dire que techniquement, dans la partie logistique, il n'y a pas de frein spécifique à un développement cross-border. Mais effectivement, après, ça s'accompagne de toute une organisation, une réflexion sur qu'est-ce qu'on propose sur le site en local et comment on véhicule le message et la promesse client. Et je me permets de rajouter qu'aujourd'hui, cependant, en plus de ça, on n'est pas obligé pour faire la livraison rapide en Europe, je parle vraiment d'Europe là en l'occurrence, de livrer toute l'Europe à un délai en routier, donc de façon plus économique qu'un UPS par exemple. On peut le faire comme aujourd'hui avec des délais extrêmement rapides. Je pense, je parlais de DPD tout à l'heure. Aujourd'hui, je vois même via B2C Europe, on peut aujourd'hui comme arroser l'ensemble de l'Europe dans des délais qui sont compris entre 2 et 4 jours globalement, sans trop de problématiques, sans jamais payer un colis UPS 15-20 euros sur des délais des prix qui sont largement en dessous de 10 euros, tout en ayant à la fois un délai très intéressant d'un point de vue client et des solutions en plus postales qui vont généralement être plus intéressantes d'un point de vue expérience client. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a une vraie question. Il y a une vraie question, et là, on touche pas que à la logistique. On touche au marketing, on touche à l'affect produit. Si je vends du Nutella à quelqu'un qui est expat au Nigeria, il est prêt à attendre 2 semaines pour avoir son pot de Nutella. Donc, parce qu'il ne le trouvera pas ailleurs. Et donc, du coup, on a plus de paramètres qui rentrent en considération, et notamment la capacité du client à trouver un produit similaire, voire le même produit, en 2 heures, là où il habite. Tu es confronté à ça, notamment avec des problèmes de réseau de distribution, etc. Donc, je ne voulais pas faire une généralité. Je pense comme toi que la promesse client est plus importante que le délai de livraison. On est de toute façon confronté à une course à la rapidité de livraison, notamment avec toutes les problématiques de livraison urbaine. Ça reste un mix marketing-produit, je pense. Merci, on attend de prendre une dernière question. Ou pas? Si. Augustin. C'est bon, le micro marche. Oui, bonjour. Juste une question pour les e-commerçants qui sont de taille intermédiaire avec l'enjeu des retours et comment obtenir potentiellement le remboursement des droits qui ont été payés si ça ne repart pas. Quelles sont les recommandations? Évidemment, quand on a un transitaire ou qu'on a un correspondant fiscal sur place, le débat n'est pas le même, mais pour les gens de taille intermédiaire, qu'est-ce que vous avez à l'esprit comme solution? Aurélien a l'air désespéré. C'est une question empoisonnée. Il n'y en a pas. Voilà. Et je rêve d'en avoir une à proposer. On y travaille depuis un certain temps, mais malheureusement, la solution n'existe pas. C'est complexe. C'est très complexe. Voilà. Donc là, comme ça, et je préférerais pas répondre comme ça, mais là, comme ça, trouver un bon transitaire qui vous fait un bon boulot, mais autrement, il n'y a pas vraiment de solution miraculeuse à l'heure actuelle. Voilà. C'est la récupération des droits et taxes suite à un retour. Pour les petits commerçants. Ouais, pour les petits commerçants. Et je pense qu'il n'y a pas une solution unique qui existe en plus, peu importe le pays. Je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir pays par pays, administration douanière par administration douanière, pour voir localement qu'est-ce qui est possible. Parce que ça se trouve, honnêtement, je n'ai pas fait l'étude au niveau mondial, mais ça se trouve, il y a des pays qui vous disent, dans tous les cas, moi, je ne rembourse jamais, j'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas finalement. Pour parler d'un cas que je connais bien, qui est la Suisse, en l'occurrence, c'est possible. Mais c'est la même réponse. C'est la seule solution qui existe. En fait, c'est lorsqu'il y a un retour, c'est de pouvoir, idéalement, c'est de le faire de tout interfacer informatiquement pour que le temps de traitement soit le plus faible possible. Mais pouvoir, dès qu'il y a un retour, pouvoir automatiquement remonter à quel moment cette commande, pouvoir tracer que ce retour est lié à cette commande qui a été exportée vers la Suisse à telle date, dans tel document, dans telle facture pro forma, et de pouvoir redonner comme ça lorsque vous faites un retour, je sais pas, une fois par semaine ou tous les 15 jours, et que vous passez les douanes avec 300 colis retour, de pouvoir remettre un document qui a été édité automatiquement, qui dira, bah voilà, dans le camion, j'ai tel colis qui provient de telle commande, qui est exporté tel jour, pour lequel j'ai acquitté autant de droits et taxes, et je demande du coup l'ensemble du remboursement et que l'interface soit très bien fait. Donc ça a un coût de développement informatique qui est important. Maintenant, si vous croyez fort dans ce pays-là, j'ai envie de dire, faites-le cet investissement, parce qu'il sera vraiment rentable, parce que sinon, la gestion, enfin là, moi je pense dans notre cas du coup là sur les États-Unis vont bien, et tous les mois on fait un retour mensuel à peu près, tous les mois on a
ça nous prend 1, 2, 3 jours de travail pour remettre la main sur l'ensemble des documentations, de la documentation douanière pour récupérer ces fameux droits et taxes. Donc, à mon sens, c'est vraiment la démarche qu'il faut mener, mais ça prend un temps important et c'est à mener pays par pays. Ouais, parce qu'en fait la question ça concernait un e-commerçant de taille intermédiaire et à la limite j'ai presque envie de dire oui c'est vrai, aujourd'hui la supply chain elle fournit tout pour faire du cross-border, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous faites du grand export et que vous avez du retour, posez-vous quand même la question 2-3 fois, parce que là on touche vraiment quasiment ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui pour se lancer à l'international, c'est le retour en grand export. Merci à tous. Je vous propose de continuer à échanger. Il doit rester encore un peu quelques viennoiseries, un peu de jus d'orange ou de café. Merci à vous, messieurs. Et puis, merci à vous d'être venus. Et à très bientôt pour une nouvelle session et un nouveau Welcome Track Morning. Merci beaucoup.